Hello tout le monde. Je crois que c'est parti. Bonjour. Bonjour. Salut Marcos, salut Jérôme, bonjour à tous. Ah, ça y est, vous réemménagez ensemble. Eh ouais, après les vacances, tu vois. Ouais, on s'est réconciliés pendant les vacances, donc voilà, c'est bon. C'est reparti. Bon, bah, nous voilà repartis pour une nouvelle année, une nouvelle saison de Time Tonic. Quoi. Je sais pas si, enfin, de It's Time. Je sais pas si on peut parler réellement de saison. Ce que vous en dites. Ça sera la saison 2 peut-être, ça dépend comment. Ouais. Tu as mis une nouvelle saison dans le post LinkedIn, pour dire. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien reposés ou pas, mais en tout cas que vous êtes frais et dispo pour commencer l'année. Je sais pas si je peux dire que moi que je suis reposé, puisque j'ai passé quand même du temps en tête à tête avec toi, Marco. Ah. Regarder tes formations. Donc... Précise, parce que déjà que tu dis qu'on est dans la même, on habite au même endroit, je voudrais pas que ce soit mal interprété. Moi, je l'ai passé avec une grippe les vacances, c'était nickel. J'ai commencé à regarder une vidéo, ça va donner la grippe direct, quoi. C'est merde, c'est dommage. Non, bah, la compagnie de Marco était plus sympa que celle de la grippe, j'avoue. Ah, ça va, t'es gentil. Donc ouais, pour le thème du jour, on va parler formulaire avec, on va dire en 3 parties, grosso modo. Une première où je vais vous faire une présentation un petit peu générale sur les formulaires, quelques fonctionnalités qui sont sorties en fin d'année dernière. C'est pas du tout frais, mais c'est pas encore du réchauffé, donc c'est bon. Jérôme continuera en vous montrant comment on peut intégrer, alors par le biais des formulaires, mais comment l'IA peut être intégrée par l'usage de manière
à mon avis, de manière plutôt intelligente pour les process opérationnels, etc., comment TimeTonic l'a pris en compte. Et puis, à la fin, Marco rajoutera une petite touche pour montrer comment, avec les formulaires, les différents modes de formulaire et quelques options un petit peu avancées, on peut quasiment faire une interface, une navigation, etc. Je me suis pas trop trompé sur les thèmes. Non, c'est Non, moi, bon. je vais c'est parler bon. tout à fait d'autre chose, mais Ouais, non, je non. rigole. Finalement, tu vas parler de mec, donc J'ai envie de faire autre chose, en fait. Et le gars, il change tout le planning. Non, là, oh, écoute, c'est je vais parler IA. Même si je suis pas expert sur le sujet, je vais en parler un peu et montrer une nouveauté. écoute, c'est Bon, libre, après, hein, rassure-toi, il y a plein de gens qui se disent experts sur l'IA qui ne sont pas forcément experts. Donc, ça dépend comment on l'entend. Bah, de toute façon, maintenant, quand tu as regardé des Ouais, vidéos c'est YouTube, sûr. tu es expert, non, des sujets. Mais C'est un vaste c'est sujet, mais l'IA ça qui peut est être un experte, débat. mais vous pas besoin d'être expert, mais- Bon. Bon, ouais, salut Amandine, salut Edouard, qui viennent d'arriver. Salut, salut. Donc, je vais démarrer alors sur la partie formulaire. Hop. Attendez, je voulais activer. Non, pas ça. Activer ça. Bon, Voilà. la thématique, j'ai vu que quelqu'un a remarqué, zut, là, j'ai loupé l'annonce des thèmes du jour. Donc, c'est les formulaires, les nouveautés qui avaient été sorties en septembre, octobre, dans ces eaux-là, sur les formulaires. Moi, je vais parler d'IA et puis Marco de formulaire aussi, mais un peu dynamique, etc. Des petites solutions avec Make sous le côté, etc. Donc, vous allez voir un peu plus en détail. Voilà, puis je vais essayer d'afficher un petit peu de temps en temps un rappel de la partie qu'on est en train de parler, dont on est en train de parler. Ah, il est pro, maintenant, Marcel. C'est un pro du tweet. Ah ben, on apprend à force, hein. Donc, les formulaires. Alors, un formulaire, c'est pour construire un formulaire, on part d'une vue, comme dans beaucoup de choses. Alors déjà, vous me dites si au niveau de mon écran, si vous voyez suffisamment, si c'est assez gros, s'il faut que je zoome un petit peu plus ou si c'est bon comme ça. Donc, comme beaucoup de choses dans TimeTonic, pour le formulaire, en fait, on part d'une vue. Donc là, on va dire que je suis sur un cas où je gère des formulaires pour créer des transports. Donc j'ai une vue, alors bon, je l'ai laissé en vue par défaut, où j'ai absolument tous mes champs qui sont visibles. Donc là, je balaye vite fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On voit qu'il y a différents champs de liens, de saisie, des champs calculés, voilà. Donc, on crée déjà une vue formulaire. Donc dans cette vue formulaire, avec la petite... avec les restrictions sur les champs, les visibilités de champs, on choisit quel champ on veut afficher. Donc, toujours, on clique sur le petit côté pour un petit rappel, sur la petite flèche pour choisir lecture seule, invisible. Donc là, j'ai sélectionné l'ensemble de mes champs. Je masque ça, voilà. J'ai sélectionné l'ensemble des champs que je veux voir affichés sur le formulaire. Et ensuite, la formulaire, en fait, c'est un partage pour exposer on n'expose pas la table, mais on partage une vue de création de lignes dans la table. Puisque là, je n'ai pas précisé, mais c'est un formulaire pour créer des records, créer des enregistrements, créer des lignes dans votre table. Donc ça part du partage. Donc là, on voit que c'est bien fait. Partager le formulaire, c'est tout à fait clair. On sait où on va. Alors là, je l'ai déjà créé, donc je fais modifier les options. Je vais vous montrer juste sur... là, je ne pense pas qu'il y ait de formulaire. Voilà. Sinon, on arrive directement, quand on n'a pas déjà créé un formulaire, on arrive directement sur la page de paramétrage du formulaire. Donc là, je vais repartir de celle-là. Partager le formulaire. Donc, quand il a déjà été créé, avec le modifier les options, on revient à la fenêtre de paramétrage. Donc là, on voit qu'on a des choses, on va dire, assez basiques. De titre du formulaire, on peut décrire
Hop, merci de saisir les informations. Hop, un petit mot de la fin. On peut changer le logo et l'image de couverture. Alors là, il y a des options que Marco va utiliser un petit peu plus tard. Hop, on sauvegarde. Ensuite, on a une URL qu'on peut copier. Alors l'URL, donc on peut la partager. Donc là, tout simplement, en la collant dans la fenêtre du navigateur. Un autre mode de partage que personnellement que j'aime bien aussi, c'est à l'intérieur d'un espace pour faire des interfaces, c'est de le partager avec une Smart Page. Donc pour rappel, une Smart Page, c'est une type de page particulière dans TimeTonic qu'on définit avec un nom et un lien. Donc là, il suffit de mettre modifier la Smart Page, voilà. De mettre notre titre et le lien du formulaire. Voilà, et du coup, on a une interface de saisie des infos, de création d'informations à l'intérieur de TimeTonic. Une autre manière, parce que je pense que certains l'auront remarqué, on a un code à intégrer, donc ce qui permet aussi le formulaire de l'intégrer dans une page web, dans un site web. Donc bon, là, c'est juste une page basique que j'ai fait avec Card. Hein. On retrouve exactement toutes les infos qu'on a dans le formulaire qu'on a choisi d'afficher. Voilà. Juste un petit truc peut-être pour compléter. Donc le formulaire, une fois qu'il est créé, il y a une URL. Si jamais, tant que les gens ont accès à l'URL, ils peuvent soumettre des éléments. Si jamais vous voulez leur couper l'accès, vous pouvez du coup désactiver le partage. Et si jamais vous recréez de nouveau, vous partagez, l'URL sera différente. Ça peut, Ouais, ça peut être intéressant de le signaler. Ouais, et du coup, là, il suffit de supprimer l'URL de partage, voilà. Voilà, dans la partie des options, et on arrête, du coup, on coupe le partage, on coupe le code, on coupe tout. Voilà, effectivement, Marco, bien vu de le préciser. Alors là, c'est les formulaires tels qu'ils existent depuis très longtemps dans TimeTonic. Alors la nouveauté qui est vraiment sympa, enfin nouveauté, c'est depuis fin d'année dernière, octobre il me semble, quelque chose comme ça. Dans les options de partage, dans les options du formulaire, on a une partie en bas, mode de regroupement. Et là, on choisit soit par groupe, soit étape par étape. Alors, petit rappel, par groupe. Martial, juste, tu as le groupe, tu as le titre, les formulaires qui gênent un petit peu du coup la visibilité. Attends, hop, parce que là, je vois pas l'écran. Ouais, on voit pas tout. Ah Non, oui, pas ok. bien, Ouais, ouais. Et juste là, il y a le bandeau, peut-être si tu l'enlèves ou. Hop, voilà, je vais l'enlever, c'est plus simple. Ouais, ouais, tu as raison, comme là, en plus, c'est tout en bas de page. Donc, oui, on a le mode de regroupement. Donc, on choisit par groupe ou étape par étape. Alors, on va aller revenir sur les options là. Petit rappel sur la construction de TimeTonic. Là, quand on organise nos colonnes, on peut affecter à chaque colonne, à chaque champ, un groupe. Donc, comme là, j'ai affecté information générale, adresse de chargement, adresse de livraison. Donc, ça permet, en termes de présentation, le premier usage, c'est en termes de présentation, quand on est en vue fiche, voilà, d'avoir uniquement les informations qui sont pertinentes pour la catégorie du groupe. Et là, TimeTonic permet de regrouper les formulaires. Alors, on va faire la première option par groupe. Hop, que vous voyez. Alors là, on a la petite option supplémentaire de l'ordre des groupes qui apparaît, donc qui permet effectivement par un simple drag and drop, je clique, je glisse, de modifier les groupes qu'on veut, enfin l'ordre des groupes.
Alors maintenant, on va voir ce que ça donne en formulaire. Je rajouterais bien d'ailleurs sur la liste des courses, si on pouvait modifier l'ordre des groupes comme ça sur la fiche, ça pourrait être sympa aussi peut-être. Enfin, Ah ouais, effectivement. C'est vrai que là, c'est très pratique et actuellement, pour modifier l'ordre des groupes, quelque part, il faut modifier l'ordre du premier champ du groupe, finalement. Ouais. Complètement d'accord. Là, du coup, on voit que le formulaire a complètement changé d'apparence, puisqu'on a on voit qu'on a nos regroupements, adresse de chargement, détails de prestations, informations générales, qui apparaissent et qui permettent d'afficher, de saisir progressivement par catégorie et sans surcharger l'écran. Donc, c'est quand même déjà beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus visuel. C'est plus sympa comme présentation parce qu'on sait ce qu'on est en train de saisir. Alors, si on prend l'exemple de l'adresse, voilà, ça peut permettre de compléter, le groupe complète les libellés qu'on a des titres de champ. Et d'ailleurs, à ce sujet, là, j'ai expéditeur adresse. Alors, hop. C'est celui-là. Dans les options de champ, on peut aussi entrer un label, donc une étiquette qui apparaîtra. Donc, ça permet de préciser. Donc là, le nom de mon champ, c'est exp adresse. On va l'appeler adresse d'expédition. Voilà, si j'arrive à écrire correctement, ce sera pas mal. Adresse d'expédition en label. Et là, si je reviens sur le... Voilà. Si je reviens sur le formulaire, on voit que j'ai plus mon nom de champ qui peut être un nom un petit peu technique, on va dire, un champ de conception, un nom de champ de conception, et je le transforme en adresse d'expédition, ce qui est quand même beaucoup plus sympa pour l'utilisateur. Donc donc là, c'est la vue, ça regroupe, oui, ça regroupe les champs par groupe, par catégorie à l'intérieur du formulaire. Donc, ce qui est plutôt sympa. Et il y a une autre option, donc par étape, où on s'appuie toujours sur la notion de groupe pour construire l'étape par étape. Donc là, on va laisser, alors on va remettre, on va remettre l'adresse de livraison. Là, c'est plus logique. Information générale, on les remonte. Voilà, sauvegarder. Et là, on voit que le formulaire a encore changé d'apparence. On a les catégories au-dessus, adresse de chargement, adresse de livraison. Donc là, je peux naviguer avec le petit ascenseur horizontal pour les faire apparaître. Par contre, je ne peux pas aller changer de catégorie. Pour changer de catégorie, il faut que j'ai complété, il faut que j'ai soumis. Bon là, je fais vite, hop. Voilà, et là, en faisant Next, avec les fenêtres de navigation en bas, je passe à l'étape suivante. Voilà, Next. Et ce qu'on peut voir, c'est que tant qu'on n'a pas validé une fois l'étape suivante, on peut pas y aller manuellement par la navigation du dessus. Par contre, une fois que ça a été validé, si je veux revenir à une étape en me disant « Zut, je me suis trompé dans mon adresse de chargement », je reviens à mon adresse de chargement avec la navigation du haut. Donc là, c'est quand même plutôt sympa. Donc, voilà, et les boutons qui sont personnalisables, hop, comme voilà, modifier les options. Voilà, là j'ai mis le bouton, je l'ai appelé Next, le bouton suivant, bouton précédent, voilà, on peut changer les noms si on a un process qui justifie ou qui donne qui nécessite des noms plus parlants. Donc là, c'est la présentation des formulaires de création d'enregistrement. Martial, moi je t'interromps, il y a qui fait une remarque, la dernière remarque qui a été faite justement par rapport effectivement, ça peut peut-être être une idée pour le formulaire de pouvoir déplier quand on scrolle et replier. Alors, si tu peux l'afficher. Ouais, voilà, ça y est, je remets c'est encore mieux avec un verre. On pourrait imaginer effectivement quelque chose comme ça, un peu comme... En fait, on voit que quand j'ai ouvert le formulaire, la première étape, elle est direct déroulée.
Et après, les autres, effectivement, c'est manuel à chaque fois. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question qui me vient. La couleur des blocs, c'est lié à la couleur de l'espace de travail, hein, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et Donc, on la change. soumission par étape, en fait, elle se fait qu'à la fin, la soumission, quand tu as fini tout, au niveau, enfin, bac, ça ne Euh, se fait pas par étape, les enregistrements. ouais, non, l'enregistrement, par contre, c'est à la soumission générale du formulaire. Ouais, ouais. Ouais, Puisque là, on voit ça va dans être clair. le formulaire que je n'ai pas complété, là, on n'a rien qui a été. Mhm. Il n'y a rien qui a été créé. Il s'appelait, je sais plus comment. Ouais, je sais plus. Ouais, c'est un truc à prendre en compte parce que pour Ouais. que les gens, s'ils font par étapes, qu'ils se rendent compte que c'est soumis qu'à la fin pour être sûr, quoi. On peut pas, c'est pas enregistré, on peut pas revenir, c'est ça. Faut tout soumettre, il faut faire attention à ça. Ouais, faut tous. Ouais, quand on revient, c'est à l'intérieur, c'est sur la même saisie, quoi. Effectivement, tant qu'on n'a pas validé le formulaire, on perd tout si on quitte la fenêtre. Et puis là que j'ai changé de formulaire, normalement, ouais, voilà. On voit j'ai changé les paramètres du formulaire et sur le mini-site, on voit que tout de suite le design a été mis à jour. Je l'ai juste changé dans les paramètres TimeTonic et en ligne, comme ça l'a fait dans la Smart Page. Alors là, c'est les formulaires de création. Il y a une autre chose qui est vraiment très sympa, c'est les formulaires externes. Alors, le formulaire externe, de la même manière, on définit une vue. On peut définir une vue avec ce qu'on souhaite afficher. Et le formulaire externe permet d'accéder à un enregistrement pour le visualiser et le modifier, sans avoir de compte TimeTonic créé. Donc là, je ne sais plus où j'ai un formulaire externe. J'ai mon URL quelque part, normalement, je l'ai laissé afficher. Ouais, voilà. Donc là, dans le formulaire externe, l'URL est unique à chaque enregistrement. Et quand on clique sur... donc là, ça me crée une URL qui est vraiment spécifique à mon record numéro 1 devis 15. Et donc, quand je clique dessus, j'ouvre bien mon devis 15. Alors, du coup, c'est dans les informations générales. Voilà, où je vois que j'ai devis numéro 15. Par contre, là, quand on fait des modifications, alors on va vérifier, déménagement, est-ce que devis 15, je ne me rappelle plus. Non, il faut quand même soumettre pour que ça prenne en compte, là. Je ne me rappelais plus du... Ou c'est juste en enregistrant l'étape. Je pense que c'est juste en enregistrant l'étape. Ou c'est du refresh. Ouais, non, là, pour faire le lien avec la remarque précédente, effectivement, il faut aussi avoir tout validé. Et donc là, j'accède à mon record, je vois tout ce qui a été saisi, je peux modifier et enregistrer. C'est une manière de donner accès à des informations pour des utilisateurs sans compte TimeTonic. Alors, ça marche très bien quand c'est des choses ponctuelles, parce que les fonctionnalités sont plus limitées que d'être sur un accès à l'espace de travail. Mais par contre, voilà, ça permet de faire une petite interface qui est plutôt sympa. Alors, on voit avec le changement de la bannière, le petit logo. Alors, il peut y avoir un sens du design plus évolué que le mien, hein, ça, sans problème. Ouais, puis après, ça peut servir aussi de mise à jour d'informations d'un client ou autre. On lui envoie le lien, il met à jour ses informations, et puis une fois que c'est validé, il a plus accès. Et puis voilà, enfin, ça peut être des petits trucs comme ça. Ouais, ça marche très bien pour les choses qui ne sont pas... où il n'y a pas un besoin permanent d'accès, quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Il y a des choses que je peux rajouter pour cette présentation un petit peu générale, rapide des formulaires. Moi, ça me semble complet. On n'a pas l'air d'avoir de questions en plus, donc. Ouais, je regarde vite fait ce que je m'étais noté. J'ai à peu près fait le tour. Donc oui, dans la création des formulaires, il y a le petit bouton magique, organiser les colonnes là qu'il faut, qui permet qui est toujours très utile. Mm.
Bon, Jérôme, je vais te laisser montrer comment on peut rajouter une touche de magie à nos process avec, même si maintenant on sait que les IA, c'est pas de la magie, c'est juste des maths, mais quand même. Ouais, bah, c'est à mon tour alors. Donc, bah, le but, c'est de montrer la nouvelle fonctionnalité dans l'automatisation de ChatGPT, en fait. Donc, je vais prendre un exemple simple au début, un exemple un peu plus compliqué après. Donc, l'exemple que j'ai pris là pour montrer un peu tout ça, c'était des cartes de visite. En fait, le but de l'automatisation que je vais réaliser, c'est de prendre une carte de visite et d'en extraire les informations dessus. Et suivant les informations qu'on veut, que ça les mette dans différents champs. Donc pour ça, je vais même en créer une pour montrer juste en gros la nouvelle fonctionnalité. Donc là, c'est vrai que je suis allé un peu vite. Demander à ChatGPT en fait, et dans demander à ChatGPT maintenant. Avant, on n'avait que le format texte en termes de solution de réponse. Et maintenant, on a la partie JSON avec champ de destination. Alors, en quoi ça va servir? C'est qu'on est capable d'avoir plusieurs sorties, c'est-à-dire on va pouvoir prendre le nom de la carte, le prénom, la société, etc. Et tout ça, ça va les mettre dans des champs bien distincts. Donc, en une seule requête, on peut remplir X éléments de réponse. Juste pour refaire aussi un petit tour, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui connaît bien cette partie-là avec ChatGPT. Ouais. Alors là, donc, tu fais l'exemple avec ChatGPT, mais il y a Mistral qui est aussi intégré a priori avec exactement les mêmes fonctionnalités. C'est vrai que je te jure, j'ai même pas regardé pour le côté de JSON avec. Ah, c'est bon à savoir. Faudra que je regarde. Et quelque part, là, on va dire que Mistral s'est pris un vent, quoi. Donc, désolé pour le Bien vu. Donc, je vais faire les sons avec ChatGPT, mais ça... Donc, c'est pour dire. On a le choix de l'IA. Donc, après, Mistral, c'est vrai que c'est beaucoup mieux parce que c'est quand même français. Enfin, au moins, il y a une politique RGPD qui doit être un peu mieux. Et Mistral, c'est tout à fait cohérent par rapport à TimeTonic d'intégrer Mistral pour la gouvernance, la souveraineté des données, etc. Donc, c'est sûr, il y a plus de cohérence dessus. Donc, je vais montrer juste parce que j'avais fait le cas avec ChatGPT, donc c'est tout, je vais montrer avec ChatGPT. Pour info, c'est bien, ça fonctionne avec les API. Donc, en fait, vous avez beau avoir un compte ChatGPT, vraiment de ChatGPT, vous payez, vous utilisez le ChatGPT. En fait, c'est pas le même abonnement, c'est pas les mêmes ressources. Il faut créer un compte. Il faut avoir un compte sur ces plateformes OpenAI et puis vous tapez API. Et en fait, dans cette interface-là, OpenAI, vous allez avoir les informations d'organisation ID quand vous écrivez votre profil et un système de clés API qu'on va créer là et qu'on peut créer par utilisation. Par exemple, on pourrait imaginer par application créer des clés API un peu différentes pour en voir les usages derrière et voir un peu combien ça nous coûte par usage. Et au niveau les informations, donc la clé API, c'est ce que je viens de montrer là, c'est là qu'on l'a créé dans API Key organisation. Vous créez votre clé API avec le secret. Et le code d'organisation, dans le général, vous le trouvez ici, organisation ID. Et donc, il faut bien savoir que ça, c'est payant, cette partie-là, même si c'est très peu cher, je trouve, pour l'utilisation, parce que j'ai des clients qui utilisent de manière assez courante, c'est des gros volumes, mais ça coûte quelques euros par mois, c'est pas très cher, mais il faut savoir que c'est un compte à part, quoi. C'est vraiment un compte à payer. Oui, c'est vraiment le compte séparé de TimeTonic, ça. Que ce soit Mistral ou OpenAI, c'est complètement séparé. Après, TimeTonic, ils vont vous payer la partie IA, enfin, c'est un compte détaché. Ça reste beaucoup moins cher que l'IA dans Airtable, hein, clairement. Ouais, c'est sûr que même économiquement, c'est vrai que c'est plus rentable, je pense. Hop, je vais montrer notre cas. Donc, notre cas là, pour rester dans le format, dans la partie formulaire, on pourrait imaginer se faire juste
un champ avec photo de la carte de visite. Comme ça, quand on est en déplacement ou autre, soit on utilise l'application mobile de TimeTonic, ou soit on peut utiliser un formulaire. Donc, si je prends le lien, partager le formulaire, bon, je l'ai déjà créé, hein, j'ai fait quelque chose de très simple. Je vais faire une Smart Page pour montrer directement l'utilisation. Donc, je vais mettre carte de visite. Je vais mettre le lien. Hop. Et là, le but, ce serait juste de mettre, par exemple, je vais mettre une carte de visite, une nouvelle carte de visite. Hop. Je viens de la prendre en photo soit sur mon téléphone ou soit avec un formulaire directement web. Je mets la photo dessus. Je fais sauvegarder. Donc là, j'ai mis dans la soumission, j'ai mis qu'il me remet exactement sous le même formulaire pour en faire à plusieurs. Si on aurait plusieurs à faire, je peux les faire tous d'un coup. Et là, si je reviens dans mon carte de visite, il m'a mis une nouvelle carte de visite. Ensuite, j'ai créé une automatisation. En fait, l'automatisation, ce qu'elle va faire, c'est que soit j'ai créé un bouton traitement, je vais le montrer. J'ai créé une checkbox pour activer ou pas l'opération d'OpenAI, enfin de l'automatisation, on va dire. Ou soit je l'ai fait à la création du formulaire avec createOn, qui est une variable standard qui est mise. Et bon, en résumé, si le formulaire est créé et qu'il y a la photo, eh ben, ça va directement lancer le chat GPT. Donc, dans le chat GPT, j'ai rentré ma clé, l'idée d'organisation, le modèle, etc. Et comment ça marche alors? Donc, je ne suis pas spécialiste, donc moi, c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas s'il y a d'autres pratiques qui sont plus courantes ou pas. N'hésitez pas à me le dire. Mais je mets lire une carte de visite, en gros, en description du rôle, je mets lire une carte de visite pour en ressortir les informations. Et en question, je lui dis merci de me donner les informations sous forme de JSON avec les variables en gros que je vais avoir besoin. Le nom, c'est le nom de la personne. Le prénom, c'est le prénom de la personne. La fonction, c'est la fonction de la personne de la société. Le tel, et puis la société. Donc, je mets juste en pièce jointe, c'est la photo, enfin, de la carte de visite. J'ai laissé en standard le nombre de jetons. Et je mets une sortie JSON avec les différents champs que j'ai besoin. Le nom, le prénom, la fonction tel, société, qui sont les champs que j'ai en gros marqués là. Et les champs TimeTonic que je vais vouloir remplir. Donc, on peut avoir autant de champs qu'on veut, avec différents types, etc. Donc là, j'ai mis stop. Hop. Et en gros, ce que ça donne, donc là, ça me l'a fait automatiquement comme j'ai soumis le formulaire. Eh ben, il m'a sorti sur cette carte-là, Théo Fort, c'est un agent immobilier, c'est Fitissimo. Donc, c'est des cartes que j'ai prises sur Internet au hasard. Forteo, Fitissimo, voilà, il m'a sorti agent immobilier, il m'a sorti le numéro, il m'a tout extrait directement de la carte dans les bons champs. Ce que j'ai imaginé aussi, juste pour dire, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple... Ton champ téléphone, il est au format téléphone ou tu as mis du champ texte J'ai mis en texte, parce que comme j'avais le format américain, machin et tout ça, je me suis dit autant laisser en texte. Après, on peut toujours faire une automne pour copier dans un champ téléphone s'il faudrait, ou voir si l'implémentation. Et j'avais peur que si on met un champ téléphone, lui, comme l'API c'est du texte, ça pose des soucis. Donc, j'ai laissé un champ texte standard. Petite fonction sympa aussi que j'utilise maintenant de plus en plus, c'est en gros, on peut avoir notre vue formulaire comme ça et on peut avoir la petite étoile qui permet de mettre la photo un peu plus en valeur. Et on pourrait imaginer d'avoir, on a nos différentes cartes, on veut vérifier quand même les informations qui ont été extraites par l'IA, parce que c'est toujours bien de vérifier un peu ce qui a été fait, parce que ChatGPT n'est pas toujours parfait. Donc, je regarde un peu les noms, prénoms, tout me semble OK, et puis je pourrais avoir un statut validé et que ça me le crée par une automatisation dans ma partie CRM de mon TimeTonic, le contact avec la société, etc., qu'on pourrait imaginer. Et comme ça, on peut faire les petites flèches et défiler, en gros, les enregistrements et les faire les uns à la suite des autres pour du contrôle. Bon, là, c'est une carte de visite, c'est moins important, mais ça pourrait être du contrôle de documents, etc., qu'on fait de manière automatique comme ça et qu'on défile et qu'on valide.
Ouais, je m'étais fait un petit truc dans Donc, voici dans le le même premier exemple, la carte de visite. Ouais, je m'étais fait un petit truc dans le même style, mais avant que les fonctionnalités là soient intégrées dans TimeTonic, la vérification était quand même nécessaire, au moins pour valider que le numéro de téléphone était bon, qu'il n'avait pas interverti nom et prénom dans des cas. Enfin voilà, tu as monsieur Jean-Michel Martin, Hmm. des fois il peut Ouais, se tromper. Donc, surtout sur les cartes de visite. Surtout sur les cartes de visite où souvent, des fois, il y a pas enfin, les labels sont pas marqués, donc tu sais pas c'est quel est le nom, le prénom. Des fois, le nom de la société n'est pas vraiment mis. Des fois, enfin, il y a pas mal de choses où visuellement, c'est assez complexe. Donc, ouais, les données mais, sont jamais structurées de la même manière. Enfin, on n'est pas sur une facture où on sait où retrouver les éléments, etc. Là, c'est quand même un peu, ça part un peu dans tous les sens souvent. c'est ça. C'est ça. Euh, hop, et puis je vais passer à un autre exemple qui est le relevé machine. Alors, c'est un exemple parce que c'est un cas que j'avais dans mon ancienne vie, comme dans l'industrie, en fait. En effet, on faisait des relevés de machines, en fait. On était sous des machines, enfin, sur des armoires électriques ou autres, et on devait prendre tous les équipements et prendre les photos des équipements puis relever en gros tout le matériel qui est dessus avec les références, les modèles, les marques, etc. pour faire une sorte pour faire un devis ou pour faire des prestations, etc. Donc là, j'ai imaginé une petite chose toute simple, c'est je crée ça pourrait être mieux fait, mais on va dire là, j'ai fait de manière simple. J'ai créé une table au relevé machine où j'ai mis un nom de client, euh, une photo, enfin un type de champ pièce jointe avec, j'ai mis image seule et autoriser un seul fichier. Euh, Comme ça, je mets qu'une seule photo à chaque fois avec les plaques signalétiques. Donc les plaques signalétiques, pour info sur les machines, c'est ce qui va avoir toutes les infos sur le type de machine, son numéro de série, la marque, etc. Et en fait, là, j'ai mis des champs qui est marque, modèle, numéro de série pour qu'il m'extrait les informations pour que je puisse après les avoir en info. Donc, si je prends le champ formulaire, hein, j'ai fait quelque chose de tout bête. J'ai mis le champ, bah, tiens, je crois que je l'ai déjà mis en formulaire tout près en Smart Page. Donc là, je vais mettre une nouvelle plaque signalétique. Toc. Attends, je vais faire ça, ça va être plus simple. Je vais le mettre directement là. Donc, vous voyez, j'ai ma plaque signalétique, je vais faire sauvegarder. Et en gros, le principe, c'est que ça va m'extraire de la photo là. En plus, c'est assez complexe, comme on voit. Enfin, il y a le type, il est là, mais la marque, elle n'est pas très claire. Il y a le numéro de série, c'est en anglais, je crois qu'il doit être. Je le trouve même pas, moi. Pourquoi ici, là, il va peut-être pas être vraiment. Enfin, il y a le numéro de série là, 650. Ah, ben il est là, le numéro de série. Enfin, en gros, ça vous permet, après, il y a toujours du contrôle et tout ça, mais ça vous permet d'extraire les infos et de vérifier si c'est bien les bonnes. Mais ça, en termes de saisie, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une traçabilité en prenant les photos de chaque équipement et en disant peut-être l'emplacement ou autre, et que ça vous extrait les différentes informations. Et bon, pour ça, c'est la même automatisation que l'autre, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai mis juste que à la soumission du formulaire, s'il y a une photo, ou soit quand j'appuie sur le bouton, je vais demander à ChatGPT de m'extraire les informations de la plaque signalétique de la photo et qui me ressort les marques, les modèles, les numéros de série. Et que le format JSON de destination, il me ressort ces informations-là. Donc, franchement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, j'ai testé, ça s'est fait assez naturellement, donc je trouve ça assez facile d'accès quand même de faire des choses comme ça. Et j'avais fait un autre petit cas, juste pour montrer, en plus, on pouvait mettre un problème rencontré, par exemple, je suis un technicien, j'interviens sur une machine et je vais prendre la photo de la plaque signalétique et je vais dire le problème que je rencontre. Par exemple, là, j'avais mis problème rencontré, j'ai le moteur qui tourne dans le mauvais sens parce que c'est une plaque signalétique d'un moteur. Eh ben, j'ai créé une automatisation qui va après demander à ChatGPT. Je vais peut-être la mettre en évidence. Là, je n'ai pas fait plusieurs sorties, j'ai juste fait une sortie.
en format texte, là, comme on a l'habitude. Donc, je lui ai donné les informations de la marque du modèle et s'il pouvait m'aider suivant le type de problème rencontré. Et là, il m'a sorti, faut pas prendre tout pour argent comptant, je pense, sur ce genre d'application, mais au moins, ça peut donner des pistes de dépannage pour les techniciens et pour avoir des informations complémentaires. Donc, il dit, déjà, il faut se mettre en sécurité, pour avoir accès aux bornes, il faut échanger les bornes pour dire qu'ils changent de sens de rotation. Enfin, voilà, il vous donne au moins des indices, des aides. Et je pense que l'IA peut pas mal aider pour des recherches comme ça, pour des aides techniques, pour au moins donner des pistes. Je dis pas que ça donnera les réponses à chaque fois, mais et dans le futur encore mieux quand TimeTonic aura fait ce qu'on appelle les RAG, c'est qu'on pourra avoir une base de données dans TimeTonic et qui va rechercher les informations dedans. Ben, plus tard, on pourra imaginer qu'à chaque dépannage, on remplit ce qu'on a fait, quel type de souci on a eu et quelle solution il y avait derrière. Et plus tard, on pourra servir de cette base commune pour aider les clients ou aider les techniciens à aller chercher dans les derniers dépannages directement les infos et vous dire ah bah tiens, tu as rencontré tel type de souci, bah, il y a déjà eu ce souci là, bah, il y a ça à faire. Ça peut être des applications futures de l'IA dans le cadre de la maintenance, etc. Ben, voilà un peu pour mes exemples. Je ne sais pas si c'est clair, si pour vous, si ça vous semble pertinent, mais moi, c'est ce qui me parlait. Il manque juste. Ah oui, ben, justement, tiens, il y a un message, ouais. Justement, le dernier tuto de comment d'Emilie. D'Emilie, voilà, je ne trouvais plus le prénom. Dernier tuto d'Emilie, on trouve sur le site TimeTonic ou sur YouTube. Eh ben, justement, elle a fait un petit prompt pour que ça fasse directement au bon format pour TimeTonic. Donc, ce qui fait qu'après, quand on le met dans un smart text, ça le met en forme directement avec de manière textuelle. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus lisible et beaucoup mieux mis en forme automatiquement. C'est vrai qu'on pourra peut-être mettre. Je vais essayer de mettre le lien après, justement, du tuto d'Emilie. Attends, je vais essayer de le retrouver. C'est un bon cas d'usage, c'est chouette. Ouais. Non, puis c'est vrai que couplé avec la partie formulaire, la partie QR code, on arrive à faire du coup, on a une bonne stack de fonctionnalités pour faire des choses très opérationnelles. Ouais, c'est sûr. Après, limite, les possibilités, c'est juste l'imagination des gens après qui aura derrière, qui fera les applications en IA, quoi. Clairement, c'est plus. Faut tester, faut essayer. Et c'est ça qui est important. Mais là, c'est vrai que d'avoir l'analyse d'image, de pouvoir récupérer un JSON directement et d'alimenter sans étape supplémentaire nos champs, nos données, c'est quand même très pratique. Et, même si sans la fonctionnalité là, on pouvait le faire, c'était quand même beaucoup plus long à mettre en place. Ouais. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de gros bagages techniques, ni de passer des semaines pour réussir à le mettre en place. C'est ça qui est fort, c'est que l'implémentation a été bien faite par TimeTonic pour que ça soit assez simple. Ouais. Je l'avais déjà fait sur Make, par exemple, ce genre de choses, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple de passer par TimeTonic, de le faire directement en Automne quand même, et ça va devenir encore plus accessible le côté IA pour les gens, quoi, en fait. Je viens de mettre le lien, alors je pense que ça a marché, ouais, le lien vers le tuto d'Emilie, qui est presque tout frais, puisqu'il date d'hier. Là, pour le coup, c'est pas du réchauffé. Hein. Ouais. En plus, c'est marrant parce qu'il a posé la question directement, donc c'est vrai que c'est vraiment un tuto qui sert vraiment, parce qu'il y a déjà eu la question directe, et puis tu vois, elle est forte, elle a créé le tuto avant la question. Bien vu, belle anticipation. Bon, on va laisser la place à Marco, je pense. Ouais, on a vu que Marco est en pleine forme là, il s'est bien chauffé.
C'est Xavier qui m'a tendu la perche quand même là, donc c'était. Alors, ouais, du coup, moi, je vais parler de formulaire aussi. Simplement, parce que je vais rajouter une notion un peu de déléguer, entre guillemets, la validation des données qui sont saisies dans le formulaire par un scénario make. Et je vais aussi rajouter la notion de préfiler un champ dans l'URL, c'est-à-dire de passer une information supplémentaire au formulaire pour pré-remplir un champ. Alors, on voit bien mon écran, c'est bon? Je vais zoomer peut-être un petit peu. Je l'ai partagé, ouais, après. Voilà. On va zoomer peut-être un petit peu plus encore, c'est bon là? Ouais, 150, c'est un peu trop. Allez, Ouais, ça 120, 25, on va dire que ça ira. Alors du coup, j'ai un espace de travail où j'ai deux tables, une table collaborateur et une table demande de congé. Donc on sort des congés, mais l'idée c'est de pouvoir poser un nouveau congé, parce que quand on revient des congés, on n'a qu'une seule idée en tête peut-être, enfin pour ceux qui sont salariés, c'est poser un nouveau congé. Là, j'ai simplifié les choses. On va dire que la demande de congé, là, la boîte dans laquelle je suis, c'est une boîte qui n'est pas très sympa, on peut demander qu'un jour de congé. Donc voilà, pour simplifier, une demande de congé, ça va être une demande pour un collaborateur et pour une date de congé particulière. Ça, c'est la demande de congé. Mon collaborateur, donc j'ai une table collaborateur qui est reliée à la demande, c'est sur un collaborateur. Il y a un champ de liaison, un champ de lien vers une autre table. Ma table collaborateur, j'ai juste du coup nom, prénom. Ma première colonne, donc c'est une formule qui concatène nom et prénom. Et j'ai rajouté une colonne calculée avec le lien de la demande de congé. Parce que l'idée, c'est que chaque collaborateur va recevoir un email avec sa demande, enfin son lien qui est unique du coup. Et quand il fait une demande de congé, ça pré-remplit le formulaire avec son nom dans la demande de congé. Alors, quand je fais une demande de congé, du coup, l'idée, c'est de pouvoir créer la demande et de faire en sorte que ma demande soit cohérente. Et mon critère de cohérence, ça veut dire que je n'ai pas le droit de demander un congé un jour férié. Donc, si jamais je demande un congé un jour férié, on me dira que ce n'est pas possible. Si par contre, c'est un jour qui n'est pas un jour férié, dans ce cas-là, ma demande, elle sera validée. Alors, dans ma table demande de congé, donc j'ai toujours une vue admin avec tous les colonnes. Mon champ collaborateur est obligatoire, ma champ date est obligatoire. J'ai créé une nouvelle vue, une nouvelle demande. Cette vue, elle contient uniquement 2 colonnes qui seront affichées. La troisième, c'est une colonne technique, je vais expliquer à quoi ça correspond, qui est l'URL de redirection. Donc, mon formulaire de création de demande, si je vais du coup sur partager le formulaire pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Du coup, j'ai rajouté un titre, le mot de la fin. Alors, mot de la fin, c'est important. Je me demande en cours de traitement parce que ce qu'on va voir, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura peut-être 2 temps dans ma demande. Je vais créer une demande de congé. Il va m'afficher que c'est en cours de traitement. Ça va arriver sur Mec. Mec va le traiter. Potentiellement, ça va revenir sur un autre formulaire, ce qui ne sera pas un formulaire de création, mais de modification pour pouvoir modifier et corriger ma demande. Ce qui se passe du coup, c'est pour ça que j'ai paramétré une colonne de redirection. C'est-à-dire que la colonne de redirection, c'est que lorsque je soumets le formulaire, il va me rediriger vers l'URL qui est contenue dans une colonne que j'ai appelée URL de redirection. J'ai modifié aussi le bouton d'enregistrement du formulaire. Cette colonne URL de redirection, du coup, elle va contenir donc une formule. Si je regarde dedans, j'ai une formule dans laquelle, alors j'ai un concat URL, je vais zoomer un peu plus, j'ai l'adresse d'un webhook côté Make et dans lequel je vais rajouter en plus des informations. Alors ça, c'est juste parce que j'ai envie de passer à Make l'information de la date que j'ai demandé pour mon congé et j'ai envie aussi de passer directement à Make l'information de l'URL de mon formulaire de modification. C'est-à-dire qu'en gros, le formulaire, quand il va soumettre la demande, ça arrive sur Mec. On va le voir tout de suite à quoi ça correspond. Si c'est correct, Mec n'a pas besoin de savoir, n'a pas besoin de me rediriger. Si c'est incorrect, il faut qu'il me redirige vers le formulaire de modification. Donc ça, ici, ça va être l'URL du formulaire de modification. Je vais montrer un peu Mec pour éclaircir les choses. Donc là, ce qui se passe, le formulaire, quand je soumets mon formulaire, j'arrive dans ce webhook-là. Donc là, c'est l'adresse de ce webhook-là qu'on va retrouver ici. Donc on va appeler ce webhook-là et on lui passe en paramètre 2 paramètres, un champ date finalement et un champ URL qui sera l'URL du formulaire de modification dont Mec se servira pour si jamais ma demande n'est pas valide. Alors, hop, du coup, je ferme un peu cette fenêtre, je rapetisse ça. Donc là, ça, c'est le champ de redirection. Donc mon formulaire, ma nouvelle demande est mappée sur ce champ redirection. Ici, hop, du coup, c'est bon, je vais un peu dézoomer encore. Ce qui m'intéresse donc ici, voilà, ça c'est intéressant de voir ce truc-là. Maintenant, peut-être le mieux, c'est de faire une démo. Là, j'ai perdu ma barre ici. Côté collaborateur, juste aussi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une colonne lien demande de congé. Donc, cette colonne-là, c'est une colonne ici qui est calculée. Et là, ça va me permettre de renseigner, de pré-renseigner dans mon champ formulaire le collaborateur. Mon champ formulaire,
il va être pré-renseigné avec le collaborateur. Si je clique dessus, juste pour voir à quoi ça ressemble, après je montrerai comment je l'ai fait. Si je clique du coup sur la demande de congé, ça m'ouvre un formulaire en création avec le collaborateur. Donc là, c'est pas très original, hein, c'est moi qui suis le collaborateur, pré-renseigné. Sur ce formulaire-là, moi, j'ai mis un champ en lecture seule, c'est-à-dire qu'il ne peut pas modifier. Évidemment, c'est qu'une demande de congé pour lui. Il ne peut pas créer des demandes de congé pour les autres salariés. Ça serait trop facile. Ça pourrait être dangereux. Il a juste le champ date qu'il peut choisir et soumettre à sa demande. Pour pré-remplir, pour ajouter cette information-là, du coup, j'ajoute une information supplémentaire dans l'URL. Et ça, on va le voir au niveau de la formule ici. Si je modifie ça, donc là, j'ai de nouveau un concat URL. Et ce qui est intéressant de voir, je ne sais pas si on lit bien ou si ce n'est pas trop petit. Ici, du coup, je vais ajouter dans l'URL. Alors, comment ça marche pour ajouter ces informations-là? Dans une URL, quand on va ajouter des paramètres, des informations supplémentaires directement dans l'URL, on va ajouter ça sous la forme de ce qu'on appelle les queries paramètres. Il y a un point d'interrogation. Ici, j'ai déjà Tintonic qui rajoute des paramètres à lui, n égale 1 et b égale o. Un champ assez complexe. Et ici, à la fin, ce qui va m'intéresser, c'est le et collaborateur. Le et collaborateur, c'est ça que j'ai rajouté. Je vais dire à Tintonic, je prends le code de la colonne. Le collaborateur ici, c'est le code de ma colonne collaborateur. J'ai une colonne dont le libellé, c'est collaborateur avec un C majuscule, mais le code technique, c'est collaborateur. Donc ici, collaborateur égale la valeur qui est stockée dans ma colonne collaborateur. Ce qui fait derrière que cette formule-là va automatiquement me rajouter dans l'URL ici, égale Cerki, alors pour 120 Marco, pourquoi pour 120? C'est le concat URL qui fait ça, il transforme l'espace en pour 120. Mais derrière, il a rajouté cette information-là. Et ça m'a automatiquement pré-rempli mon champ collaborateur. Donc pourquoi je l'ai mis, du coup, ce champ en lecture seule? Parce que si jamais il y a un petit malin qui veut ici, derrière, enlever cette information-là collaborateur, il peut très bien l'effacer, très bien modifier l'URL. Et dans ce cas-là, s'il valide le formulaire, je n'ai plus de collaborateur pré-renseigné, mais si jamais ce n'était pas en lecture seule, il pourrait choisir quelqu'un d'autre. Donc là, au moins, à la différence d'Airtable, où si on fait ça, si on modifie la demande, potentiellement, on peut faire une demande pour quelqu'un d'autre. Là, on a bloqué le truc avec un champ en lecture seule. J'ai fait comme a montré Martial, hein, c'est dans les paramètres de la vue, j'ai mis le champ collaborateur en lecture seule. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une demande valide et je vais montrer comment ça fonctionne. Donc la demande de congé, je la sélectionne. J'ai choisi une date. Alors pour commencer, je vais choisir une date qui n'est pas valide. Pas valide au sens qui correspond à un jour férié. Et après, je vous montrerai comment j'ai fait. Alors, le premier jour férié, par exemple, le 1er mai, ça, je sais que c'est férié. Donc, je fais une demande de congé le 1er mai. Donc, je soumets ma demande de congé. Je clique sur enregistrer. Là, j'ai le message de fin de formulaire qui apparaît. Tout de suite, j'ai un autre formulaire qui apparaît. Ici, ce formulaire-là, c'est le formulaire de modification. C'est-à-dire, c'est un formulaire externe. Comme l'a dit Martial, je fais pointer ce formulaire vers la modification de la ligne que je viens de créer par le formulaire précédent. Et là, du coup, j'ai la date 1er mai, et derrière, il va falloir que je change cette date pour pouvoir faire une demande qui est valide. Alors, comment ça fonctionne un petit peu côté mec? Ici, si on regarde derrière, peut-être l'historique, ça peut être intéressant. Donc là, dans mon webbook, j'ai du coup 2 informations. Alors, on va voir qu'il a divisé en 3, mais c'est pas, peu importe. Ici, j'ai la date que j'ai reconstituée avec ma formule. Ma date, du coup, c'est pour j'ai demandé des congés pour le 1er mai 2025. Alors, je l'ai mis dans ce format-là parce que ma façon de faire pour savoir si le jour est férié ou pas, c'est d'appeler une API qui va me renvoyer la date des jours fériés et la date est dans ce format, du coup, année, mois, jour. C'est pour ça que j'ai mis la date dans ce format-là. J'ai passé aussi comme paramètre l'URL du formulaire de modification. Comme ça, le scénario MEC connaît l'URL vers laquelle il faut me rediriger si ma demande n'est pas valide. Ici, j'ai une API des jours fériés. Cette API des jours fériés, elle m'a renvoyé la liste en sortie des jours fériés. Donc, c'est une collection avec des clés valeurs, avec tous les jours fériés. Alors, c'est sur même plusieurs années. Il y en a jusqu'en 2028. Hein. Et moi, l'idée, après, derrière, c'est de transformer cette collection-là avec une formule sous MEC. Alors, si on peut la montrer juste pour voir. Là, c'est un peu plus technique côté MEC. Ici, hop, je vais remonter sur Edit. Ici, du coup, je transforme la collection pour renvoyer un tableau. Je veux juste uniquement un tableau de dates et je veux que des dates dans ce tableau. Donc là, la formule me permet de faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, finalement, j'ai deux possibilités. Donc, j'ai un routeur. Soit c'est un jour férié. Ça veut dire que mon tableau de date des jours fériés contient ma date que je viens de passer à mon formulaire. Dans ce cas-là, si c'est un jour férié, j'ai du coup un webhook response qui va me rediriger du coup vers l'URL que j'ai passé en paramètre d'entrée finalement à mon scénario. Et si jamais je suis dans le cas contraire, donc là je suis dans
dans la condition contraire, inverse, ça veut dire que ma demande, elle est valide. Dans ce cas-là, ça va m'afficher une page web avec le message « Votre demande de congé a bien été prise en compte ». Alors, pour avoir cette demande valide, si je reviens dans mon scénario ici, donc là, j'ai vu que je dois corriger ma demande. Alors là, je n'ai pas fait, mais on pourrait très bien avoir un champ qui soit pré-rempli en m'expliquant pourquoi ma demande n'est pas valide, qui serait masqué dynamiquement et affiché que s'il y a besoin. Ici, j'ai simplifié les choses. On imagine qu'on sait pourquoi la demande n'est pas valide. Je sélectionne une autre date. Par exemple, ce n'est pas le 1er mai, c'est le 2 mai. Je me suis trompé. Bon, je mets OK. J'enregistre. Cette fois-ci, ça revient dans le scénario. Le scénario a vu que ce n'est pas un jour férié. Du coup, il me renvoie ma page web, alors qui est très simple ici, qui m'affiche juste « Votre demande de congé a bien été prise en compte ». Du coup, l'intérêt de cette démonstration, de cette démo de la démo, c'est plutôt vraiment de voir qu'on a pu valider un champ à travers un scénario qui peut faire appel à une ou plusieurs API. On peut imaginer qu'on va passer, par exemple, dans un formulaire, un numéro sirène et appeler une API qui nous dit est-ce que ce numéro est valide ou pas. Et en fonction de ça, derrière, ça nous route vers un formulaire de modif pour corriger ou ça nous valide la demande. C'est un peu ça l'idée, d'avoir quelque chose d'un peu plus avancé en termes de validation. On a délégué la validation. Dans TimeTonic, on peut dire est-ce qu'un champ est obligatoire ou pas. Mais là, j'ai délégué la validation métier de ces champs-là à un scénario mec. C'était ça l'idée. Et du coup, on utilise comme ça le formulaire de modification qui est vachement intéressant. Ça permet vraiment, en plus, si on prend les mêmes paramètres, on a l'impression que c'est le même formulaire qu'on rouvre finalement. Donc, d'un point de vue expérience utilisateur, ça reste quand même assez fluide. Voilà un petit peu le scénario. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses par rapport à ce que j'ai dit, mais vous avez compris à peu près l'idée, vraiment de passer d'un scénario de création à un formulaire de création, un formulaire de modification qui permet de modifier. Et puis, tant que finalement ma demande elle est incorrecte, parce que là, j'ai corrigé par une demande finalement qui était correcte, mais si j'avais soumis de nouveau une demande incorrecte, je serais revenu vers un formulaire de modification et ainsi de suite finalement. Voilà l'idée. Oui, et en sachant que du coup, avec le formulaire de modification, tu ne crées pas plusieurs demandes qui sont non valides, c'est que tu modifies ta demande initiale à chaque fois. Oui, je modifie la demande. Là, c'est la dernière demande qu'on voit ici. Donc, il n'y a qu'une seule. Alors, il y a d'autres lignes parce que j'avais fait d'autres tests, etc. Oui. Mais là, cette demande-là, au départ, c'était le 1er mai. Donc, le premier formulaire a créé une demande pour le 1er mai. Et après, derrière, c'est passé du coup côté mai qui m'a envoyé un scénario de modification pour passer du coup au 2 mai. Ah, mais du coup, on n'arrive pas à traquer celui qui demande ses jours de congé tous les jours fériés. On pourrait le faire, parce que là, derrière, ici, j'ai choisi de ne pas faire appel à un module, par exemple, TimeTonic, etc. Mais on aurait très bien pu ici, derrière, quand on a une demande qui est un jour férié, le loguer côté dans TimeTonic et ajouter l'info comme quoi il y a un petit malin qui essaye de… Ouais. À la limite, ça serait plutôt dans l'intérêt de l'entreprise de lui accorder ce jour férié, peut-être, mais bon. De lui faire dépenser un congé pour rien. Mais je pense que ce n'est pas valide d'un point de vue RH. Voilà. Ça serait trop facile. Voilà un peu l'idée du truc. Alors, effectivement, quelque part, quand la personne a fait… Alors là, la limite de l'exemple, c'est que si je fais… moi, je suis d'accord, ça ne sert à rien les congés, Xavier, mais quelque part, si jamais, quand je fais ma demande, elle a beau être incorrecte, elle est enregistrée par le premier formulaire quand même, en base. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas modifié, en base, on a quand même une demande qui est incorrecte. Ce n'est pas aussi parfait, entre guillemets, que d'avoir vraiment empêché d'enregistrer une donnée qui est pas valide en base. Donc, c'est quand même pas satisfaisant à 100% de ce point de vue-là, mais voilà, ça fait quand même pas mal le job. Ouais, mais avec la custom app de Michael, tu peux très facilement, vu que tu as ton record, rajouter un champ statut à ta demande de congé, demande incorrecte. Si elle n'a pas été modifiée par le salarié, tu l'as dans tes demandes en demande incorrecte. C'est exactement ça, oui, le statut, il faudrait rajouter une colonne statut avec un valide et effectivement la demande, voilà, elle est comme ça, même si la date est incorrecte, elle ne serait pas validée. Alors, si on a une homonymie, on prend l'email comme identifiant. Après, on revient toujours un petit peu à toujours la même problématique de quel est l'identifiant idéal en fonction du cas d'usage. Ouais. Alors effectivement, là, ça veut dire quelque part pour faire ça, si on a 2 salariés qui ont exactement le même nom et le même prénom, on va se mélanger les pinceaux. Donc là, clairement, il faudrait éviter ça. Pour éviter ça, on pourrait très bien dire que cette colonne-là, ce qu'on va faire en sorte, on peut la modifier et on peut dire qu'on va mettre que ça compose la clé unique.
Donc, si je mets ça, si je mets que ça compose la clé unique, au moment où je vais vouloir ajouter un deuxième salarié qui a exactement le même nom et prénom, TimeTonic m'empêchera d'ajouter la ligne. Donc, je peux garantir, entre guillemets, l'unicité si je veux. Alors après, ça peut être… généralement, il vaut mieux éviter de faire ça. Il vaut mieux compléter avec l'email. Ou alors mettre en sorte que ce soit l'email. Parce que quelque part, ça veut dire que soit je refuse que le salarié arrive dans l'entreprise parce qu'il a le même nom et prénom, ce qui est un peu assez fort quand même, hein, comme contrainte. Ou alors, j'ajoute des infos supplémentaires pour que ça soit pour les rendre chacun unique. Quoi. Mais oui, clairement, ça doit être unique. Ouais. Tu peux prendre prénom, nom et puis rajouter avec une formule un autonumber à la fin. Et puis, c'est compréhensible, mais au moins, tu as un numéro unique à chaque fois et tu es sûr que. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Ça unique. Après, c'est vrai que. Dans ton traitement, Marco, tu peux aussi, après, dans Make, utiliser l'identifiant le row ID, enfin l'identifiant de ligne, et pas l'identifiant visuel, prénom, nom-prénom, dans le traitement Make. Oui, tu peux récupérer. Ouais. D'ailleurs, ce qui est dommage, oui, c'est vrai que ça c'est dans la liste de courses. Dans la liste de courses, hein, si je peux rajouter, j'aimerais bien pouvoir moi accéder avec une formule peut-être à l'identifiant technique, ou je sais pas, ça pourrait être intéressant parce que derrière, voilà, quand on veut récupérer des infos côté Make d'une donnée côté TimeTonic, ça veut dire qu'il nous faut un champ dont on sait que le contenu va être vraiment différent pour chaque ligne. Par exemple, un choix auto-incrémenté, c'est pratique. Et là, on va se baser là-dessus. Donc, c'est vrai que côté Make, si je voulais récupérer les infos de la ligne, j'utiliserais peut-être plutôt la colonne dièse où j'ai un numéro et je vais le passer en paramètre dans mon webbook. Je vais dire, voilà, c'est la demande numéro 8. Ce qui fait que derrière, Make, il n'y aura qu'une seule possibilité pour récupérer les données. C'est uniquement une ligne qui est concernée, c'est la demande 8. Et aussi, autre point, parce qu'on disait qu'identifiant, il faut qu'il soit le premier champ, il faut qu'il soit tout le temps unique, mais il faut toujours qu'il soit unique. Enfin, franchement, il faut le faire à chaque fois, parce que le jour où vous réimportez les données, par exemple, vous avez un souci ou autre, vous voulez réimporter les données, s'il y a des doublons, eh ben, automatiquement, un réimport ou l'importation de quelque chose va prendre le premier et aura peut-être X fois la même valeur. La liaison sera bien faite à l'origine, mais qu'après, si on réimporte ou si on change une relation, eh ben, hop, ça bloque tout. Donc, de bonne pratique, je dirais, il faudrait tout le temps un champ unique en première colonne pour être sûr de ne pas avoir de soucis pour le futur. Ouais, ce qui risque de se passer, c'est qu'effectivement, ça crée le premier, et puis quand ça arrive au deuxième, le deuxième met à jour le premier, le troisième met à jour, etc. Et au final, on n'aura plus le nombre de records qu'on veut, et puis on n'aura plus nos bonnes infos. C'est là on n'a pas vraiment finalement une contrainte technique d'unicité sur la première colonne, hein, contrairement à d'autres systèmes de base de données classiques, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une contrainte métier qui c'est quand même vraiment très très profitable plutôt que ça soit unique en première colonne, même si on n'est pas obligé, notamment si on fait des relations. Dans la liste déroulante, si j'ai deux collaborateurs qui ont exactement le même nom et prénom, je ne sais pas lequel je vais choisir. Donc, d'un point de vue métier, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on a quand même un gros intérêt à éviter d'avoir deux lignes identiques en première colonne. Après, on peut très bien faire un Serki Marco blagueur, un Serki Marco sérieux. Ça peut se faire, quoi. Point de vue RH, je ne sais pas si c'est top, mais. Voilà, c'est ça, on peut faire en sorte qu'ils soient. Mais des fois, il y a plusieurs personnes, ils sont plusieurs personnes dans une même personne, hein, donc là, il faut voir comment on peut les séparer, quoi. Non, mais blague à part, il faut vraiment. Là, quand même, la bonne pratique, je pense, c'est d'avoir une première colonne dont la valeur est unique. C'est quand même, en général, on s'évite quand même pas mal d'épines. On s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais... et d'ailleurs, je pense qu'aussi utiliser ça, je trouve que c'est quand même super puissant aussi de pouvoir définir. Alors là, je suis sur une formule, donc ça n'a pas de sens, effectivement, plus que je fais. Si dans une colonne, de dire j'ai plusieurs colonnes qui composent la clé unique, ça, c'est vraiment bien parce que derrière, on sait qu'on va empêcher de créer une ligne avec, évidemment, les mêmes données que ce qu'on veut rendre comme unique. Donc, si on veut dire que le nom, il n'y a aucun collaborateur qui peut à la fois avoir exactement le même nom, prénom et email, on coche ces trois comme composant la clé unique. Et dans ce cas-là, on est tranquille, quoi. Il y a tous les contrôles qui sont faits par TimeTonic. Ce qui arrive souvent dans les CRM et tout ça, par exemple, pour les noms, prénoms et emails, par exemple, on crée plusieurs fois le même contact sans s'en rendre compte parce qu'on a une liste de contacts qui peut être assez grande, par exemple. Et en mettant des petites sécurités comme ça, c'est vrai que c'est top pour éviter les doublons et d'avoir. C'est souvent, de toute façon, on le voit chez les clients, il y a pas mal ces soucis-là de doublons, de noms qui s'écrivent presque pareil, qu'ils n'ont pas écrit pareil. Il y a pas mal de choses
où la donnée propre, c'est quand même le top. Donc, avoir des petites sécurités comme ça, c'est quand même bien. Même les expressions régulières, hein, ça sert bien aussi pour. T'attends un format de texte ou de format de code ou etc. Et ben, tu as une expression régulière qui vient vérifier ça. C'est pour le saisie, c'est vraiment top. De toute façon, la qualité des données, c'est hyper important vu que Time Clinic, c'est vraiment un outil orienté données. Donc, si les données elles sont incohérentes en base, c'est un enfer. Et après, en plus, à corriger, c'est une tannée aussi. Et les expressions régulières, voilà, c'est technique, mais maintenant, avec ChatGPT, enfin, ça fait déjà un moment, hein, peut vraiment nous aider là-dessus, même s'il faut faire gaffe à ce qu'il propose, parce que ça ne convient pas forcément dans tous les. Mais voilà, c'est quand même très puissant pour contrôler ces données. Ouais. Ouais, et si même Xavier valide qu'il faut faire attention aux doublons, là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a montré, mais. Oui, de process et de définition du process à la base, en effet. De bien identifier quels sont les objets que je vais traiter dans mes données. Puis avoir des champs nominaux, c'est comme ça qu'il disait Xavier. Enfin, des champs, par exemple, nom, prénom, mettez pas le nom et prénom dans le même champ, quoi. C'est deux champs différents pour éviter ces soucis-là et pouvoir faire des vérifications, etc., quoi. Oui, c'est pour ça. Alors, clairement, c'est sûr que là, mettre une colonne qui contient à la fois le nom et le prénom, c'est goudron et plume. C'est interdit, ça, parce que derrière, pour séparer le nom et le prénom, alors des fois, ça va être simple. Et des fois, effectivement, comme tu donnais l'exemple, Martial, si on a un nom qui est finalement un prénom, bah, ça va être très compliqué de savoir lequel est là. Surtout que s'il y a plus, il y a des prénoms qui peuvent être composés. Enfin bon, ça peut être compliqué. Donc, il vaut mieux avoir une donnée qui est fragmentée. On peut toujours la reconstituer avec une formule, comme ce que j'ai fait ici. Là, j'ai fait ça comme ça. Mais si pareil, si on a une adresse, voilà, si vous avez des clients, le nombre de fois où on voit une adresse qui va stocker à la fois la rue, le code postal, la ville, voire le pays, voilà, vaut mieux diviser. Après, c'est diviser pour régner, hein, comme on dit en informatique. Non, mais sinon, blague à part, diviser, c'est bien par rapport à ça, c'est de l'atomicité. Ouais. Tu vois, j'ai retenu tes lives, hein, Xavier. Hein. Je les ai regardés, je les retiens. Non, mais c'est vrai que dans le cas de l'adresse, après, ce sera plus facile si on veut faire du KPI au département. C'est plus facile d'extraire un numéro de département du code postal que d'extraire le numéro de département de l'adresse complète, par exemple. Alors, tu vois, Xavier, on a des padawans qui suivent les conseils. Je recommande pour ceux qui veulent les lives de Xavier sur les bases de données, il parle de ces choses-là, l'atomicité, il y a pas mal de choses qu'il parle. Je ne donnerai pas d'exemple comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais que j'ai retenu parce que dans les bonnes pratiques de comment bien créer sa base de données, comment la modéliser, etc., c'est vrai que ça aide beaucoup pour des néophytes comme nous qui sont purs no-code. Ça donne des bonnes bases pour bien créer les choses. Ouais, en plus, ça date un petit peu, mais de ce que je me souviens, c'était très, très accessible, très compréhensible, sans rentrer dans des détails techniques. C'est ça qui est important. Bon, c'est vraiment des anneaux, c'est pas le top, mais il aurait mieux fait de faire ça sous Time Tonic, mais c'est pas mal aussi. Arrêtez quand il commence sur Excel quand même. Hein. Quand tu commences sur Excel, ça fait peur au début, mais pour la base de données, il me semble, dans les vidéos. Ouais. Mais ceci dit, c'est très pratique pour pouvoir dessiner effectivement les. Ouais. Bon, je sais pas. Alors, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on voulait aborder aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, je pense que c'est bon. Puis au pire, si on a, on va aller voir juste après, mais je pense que on a fait le tour. Ouais, et puis dans tous les cas, vous savez où nous trouver entre le Slack de No Code France, le Slack des Time Toniciens. Voilà, il n'y a pas aucun souci et c'est avec plaisir qu'on répondra à des questions. On n'a pas encore décidé du menu, enfin de ce qu'on va faire pour la prochaine émission. Mais si vous avez des idées, des attentes par rapport à des sujets, n'hésitez pas. On est toujours partant pour étudier des nouvelles choses. Voilà, on pourra peut-être même parler aussi de modélisation. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais c'est vrai que quand on construit un projet Time Tonic, c'est bien avant de partir bien en tête sur le clavier ou la souris pour construire des tables dans tous les sens.
c'est vraiment hyper important de choisir, de penser au modèle de données. C'est quand même des pratiques qui sont indispensables, quoi. Ouais, c'est sûr. Et qui sont valables quel que soit l'outil, dans tous les cas. Et pas se tirer des balles dans le pied pour le futur. Ah oui, oui. Parce que ça, des fois, ça marche bien au début, tu as fait les erreurs, tu t'en rends compte après. Et après, pour déplacer les données à l'intérieur et tout, ouais, c'est pas toujours facile et ça peut être une galère, ce truc-là, ouais, clairement. On risque de casser des choses qui marchent bien. Après, j'avais pensé de faire aussi une thématique, c'est sur les gros projets, un peu des petites astuces, des petits trucs, comment un peu pour la gestion de plus gros projets sur Time Tonic, comment un peu gérer les droits, les vues, un peu des petits tips que je fais moi, mais que on en doit avoir tous, donc chacun on pourra prendre des morceaux de chacun, mais tu vois, des petites astuces comme ça quand on est sur. C'est vrai que quand on fait un petit projet, ça peut être simple, on peut se permettre plus de choses, mais quand on est après sur un passage à l'échelle aussi, il y a certaines bonnes pratiques, je pense, à avoir, et je pense qu'on pourra même faire la communauté qui nous donne quelques astuces. Je pense il y en a à apprendre de tout le monde. Donc, ça pourrait être une thématique aussi dans le futur. Ouais, c'est vrai que ça peut être bien, ça aussi, ouais. Ok, donc là, donc le thème est ouvert pour la prochaine fois. On repart sur le rythme, la date habituelle du premier jeudi. Donc ce sera le 6 février, je crois. Si j'ai un calendrier. Ouais, c'est ça, Ouais, 6 février, ouais. Jeudi 6 février. Donc voilà, on attend si vous avez des suggestions, et puis sinon on trouvera quelque chose, ne vous inquiétez pas. On a toujours des idées. Ouais. Mais bon, si ça peut être les vôtres, ça peut être bien aussi, hein, quelque part aussi, clairement. Ouais, c'est Oui, ça. carrément, parce que si on peut répondre à un besoin, des questions déjà existantes, c'est aussi bien. Ouais, puis il y a le Slack pour. Enfin, n'hésitez pas, même si ça vous vient après, n'hésitez pas sur le Slack No Code France, ouais, les thèmes toniciens, de nous envoyer un petit message ou de le mettre même sur le canal ouvert. Euh, Comme ça, ça pourra profiter à tout le monde. Ok, en tout cas, merci de votre présence. C'était cool. Cool de se retrouver un petit peu autour de Time Tonic, Jérôme Marco. Ouais, c'est Et sympa. puis, Et puis là, ça va arriver vite, hein, le 6, hein, du coup, hein. ouais, là, ouais, ça fait une semaine de moins, hein. Ça arrive très, très vite, ouais. Et puis donc, bonne fin d'après-midi, de journée à tous. Et puis à bientôt. Rendez-vous au 6. À bientôt! À bientôt, salut!